Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, salut Mélina. Bonjour. Mais comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va, tout va bien. Je suis en stage, je me prépare, donc ça va, ça roule. Ok, une bonne journée bien remplie alors j'imagine, avec beaucoup d'entraînement et avec l'équipe, c'est ça ? Oui, voilà, une bonne journée bien remplie, mais comme tous les jours, j'ai envie de dire. Après, voilà, je suis en stage, ça fait du bien de retrouver un petit peu cette ambiance-là pour préparer les échéances qui vont, j'espère, vite arriver. Ok, bah oui, on l'espère tous. Et puis demain, je crois que c'est le compte à rebours des 100 jours, il me semble, si je dis pas de Voilà, bêtises. J-100 demain, c'est pareil, ça fait du bien que ça se concrétise un petit peu. C'est vrai que l'année dernière, à cette époque, on était aussi près et puis c'était pétard mouillé, faux départ. Donc là, ouais, ça fait du bien de voir qu'il y a des choses un peu qui se passent. On a l'impression d'avancer un petit peu. C'est pour le moral, ça fait du bien. Ouais. Ok, bon bah cool. J'aurais effectivement peut-être des petites questions par rapport à un peu comment tu l'as vécu cette année, mais comme je te le disais à l'instant, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance et de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, c'est moi qui suis mon grand frère parce qu'il faisait du judo et Ok, c'est le premier sport du coup que j'ai pratiqué parce que voilà, j'ai voulu le suivre. Mes parents ont toujours voulu qu'on fasse du sport. On faisait ce qu'on voulait, le sport qu'on voulait, on choisissait, il n'y avait pas de souci, mais voilà, il fallait qu'on fasse du sport. C'était important pour eux. Je pense que maman aurait aimé en faire, elle, plus jeune, mais voilà, c'était une autre époque, donc c'était pas possible. Donc du coup, voilà, ils nous avaient poussé là-dedans. Puis voilà, ils aimaient aussi les valeurs que ça pouvait apporter, le côté social aussi. Enfin voilà, il fallait qu'on fasse du sport. Le ok, ski qu'on voulait, mais il fallait qu'on fasse du sport. Donc, j'ai commencé par le judo. Après, j'ai fait un peu de volley, un peu de hand. Et après, l'athlé. ok. Et bah attends, tu sous-entends que ta maman n'a pas eu le droit de faire du sport ou qu'elle n'avait pas peut-être pas Non, l'opportunité? non, c'est pas qu'elle n'a pas eu le droit, mais voilà, elle habitait à la campagne et elle n'avait pas forcément le temps. Il n'y avait pas forcément les structures à ce moment-là. C'était pas question que c'était une femme, c'est que voilà, il y avait pas tout ce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Ouais. Ok, ouais, je vois. Bah, ça tombe bien que t'en parles. Effectivement, comme on se le disait avec Ayodele Ikwessan, on mentionnait son intervention et son œuvre pour la commémoration d'Alice Mia. Et moi, je suis replongé un peu dans cet univers enfin même dans toute l'histoire en fait du sport féminin. Et c'est vrai que on a beaucoup de chance d'être en 2021, mais ça n'a pas toujours été aussi comme ça, qui est toujours pas. Enfin, toutes les cultures n'ont pas été aussi portées vers le sport et à la fois pour les femmes et à la fois même pour dans le
cœur des Français ou dans le cœur des gens de manière générale, quoi. Donc tu fais bien de le préciser. Ouais, mais j'avoue que même moi qui aime le sport, qui suis un peu engagée pour le sport féminin, je connaissais pas Alice Mia et grâce justement à tout ce qui a été fait, ça a été pour moi l'occasion de découvrir et de me dire ouais mais comment on n'a pas pu en parler avant quoi. C'est une grande dame qui a fait qu'aujourd'hui je peux faire tout ce que je fais donc je trouve que voilà, c'était important qu'elle soit mise en avant et j'essaye maintenant d'en parler aussi parce que je trouve que c'est voilà, c'est ces personnes-là, c'est grâce à ces personnes-là qu'on a pu avancer et elle a eu beaucoup de courage parce que c'était une époque encore complètement différente. Ouais, c'est clair, c'est pas aujourd'hui. Et puis en plus, il y avait tout le contexte effectivement politique de l'époque qui devait faire que c'était encore plus compliqué. Mais tu sais que je digresse un tout petit peu, mais j'avais vu aussi l'histoire du Tour de France féminin, qui est aussi une histoire rocambolesque. Donc si jamais ça t'intéresse, je crois qu'il y a des podcasts et des reportages dessus. Et c'est pareil, c'est de l'aventure d'un groupe de femmes qui se sont battues pour leurs droits et pour avoir le droit de faire du vélo. Et c'est une très 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 belle histoire également. Donc si jamais ça t'intéresse, je te recommande. J'irai voir tout ça. J'avais vu un petit peu, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à apprendre, c'est sûr. Ouais, il y a d'autres personnalités un peu comme ça qui t'inspirent ça peut être dans l'univers du sport féminin, mais ça peut être aussi plus professionnel ou plus inspirationnel. Il y a d'autres histoires un peu qui t'ont... Non, pas de vraiment de personne de référence. J'aime bien voir tout ce qui se fait, mais seul justement pour prendre un petit peu le meilleur de chacun et faire un petit peu mon truc à moi. Donc ça me correspond plus. Ok, génial. Bon, je reviens un petit peu à notre histoire. Tu disais que tu avais découvert un peu le judo par l'intermédiaire de ton frère. T'en gardes des bons souvenirs parce que c'est un sport, mine de rien, ça reste un sport quand même très exigeant physiquement et dur quand on tombe, on se prend quand même des mauvais coups et tout. Moi en tout cas, j'en garde moi de mon point de vue de petit garçon, c'était très dur quoi. C'était vraiment, j'étais allé au judo, c'était un vrai combat quoi. Donc Ouais. Non, moi, c'est plutôt un bon souvenir. Moi, j'y allais plutôt pour m'amuser avec les autres. Et bon, après, j'ai deux frères, donc déjà, forcément, le combat, ça fait un peu partie de la vie parce voilà, on se chamaillait beaucoup. Et après, non, moi, j'étais contente. Après, ce qui était compliqué, c'est que j'étais déjà très grande très tôt. Donc, du coup, j'arrivais pas toujours à trouver des personnes. J'avais plus peur de faire mal, en fait, aux autres. ok. Voilà, je pense que j'avais pas l'esprit combattante dans le sens du combat quoi. J'aime la compétition mais le combat c'est pas dans ma mentalité donc après c'est pour ça aussi que j'ai arrêté mais non après voilà c'était déjà un côté pour me défouler Le jeu. Ouais. pour voir les copains les copines voilà c'était plus ça que la performance à ce moment-là clairement. Ok. Et tu te souviens de quelle ceinture t'as obtenu peut-être ou... Je crois que je sais plus si c'est orange ou verte. Ah, pas mal, pas Ouais, mal. j'ai arrêté, j'en ai fait 5 ans quand même, je crois, mais j'ai commencé très tôt, je vais avoir 5 ans ou un truc comme ça, donc forcément. Ok. Ouais. Bon, bah, ouais, Voilà. moi, mon papa a fait les championnats de France de judo en junior et je crois qu'il était ceinture, enfin, à l'époque, non, il y avait une ceinture marron. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, j'ai eu la ceinture verte Ouais. aussi et j'ai commencé très tôt mais c'était vraiment pour faire plaisir à papa. Euh, parce que moi, c'était tout l'inverse. Moi, j'étais le plus petit et le plus maigre et le plus léger. Donc, je valdinguais, quoi. Mais ok, super chouette. Et tu te souviens un petit peu comment tu t'es tourné vers l'athlétisme? Est-ce que c'était un hasard particulier ou quelqu'un qui te l'a recommandé? Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Un hasard en fait, parce que j'ai commencé la première fois que j'ai fait de l'athlé, c'était au collège, comme presque tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, bien Et sûr. c'est mon prof qui m'a dit, tiens, tu devrais faire un peu d'athlé. Je faisais du hand en UNSS et la saison de hand finissait, ça enchaînait sur la saison d'athlé. Et on était un petit groupe, toute l'équipe de hand en fait, il nous a dit, bah tiens, maintenant que les matchs de hand sont terminés, pourquoi pas enchaîner sur les compètes d'athlé. Donc c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'athlé. Mais après voilà, j'ai mis du temps à m'inscrire en club parce que c'était pas forcément un sport qui me plaisait à la base et mes copines n'en faisaient pas. Enfin voilà, c'était un peu lors des compétitions UNSS, mon prof m'avait présenté à un entraîneur de club
qui lui a insisté, est revenu plusieurs fois à la charge pour me dire mais si, il faut que tu viennes, il faut que tu t'inscrives en club. Et ce que j'ai finalement, je me suis finalement inscrite en club en rentrant au lycée, donc c'est assez tard finalement, c'est peut-être 15-16 ans, parce que le club était à côté du lycée, donc je me suis dit bon bah allez, je vais essayer. Donc voilà, ça a pris vraiment du temps pour que je m'inscrive et après je me dis je crois que il a bien fait d'insister quoi. Bah ouais, comme quoi. Ouais. Mais il y avait une réticence particulière, je sais pas, c'est peut-être ça te tentait pas Non, pas du de. tout. C'est que je connaissais pas forcément et c'est vrai que, au collège, voilà, j'avais envie d'être avec mes copines, de faire voilà, c'était à ce moment-là, c'était plus dans ce mode-là Ouais. et puis finalement quand j'ai commencé l'athlé, j'ai plus jamais arrêté parce que j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait. Ouais. Euh, voilà, l'entraîneur m'a fait essayer plusieurs disciplines. J'ai fait un peu de poids et après, quand il m'a présenté un entraîneur de disque, et là, je me suis dit ça me plaît quoi. Le poids, c'était pas trop. Les autres trucs, j'étais pas trop douée. Le disque, je me suis dit ça, c'est un truc qui me plaît. Et en plus, il y avait déjà un bon petit groupe de lanceurs qui faisaient les championnats de France. C'est un truc qui me semblait énorme quoi. Je les regardais avec des grands yeux en me disant ils sont super forts. Et puis de me dire comment ils arrivent à faire ce geste quoi. Ça me paraissait tellement compliqué et ils faisaient ça tellement bien que je les regardais avec des grands yeux en me disant c'est génial quoi. Donc Ouais. c'est comme ça que ça a commencé. Bah, c'est vrai que comparé au poids, ça a l'air beaucoup plus technique. Il y a une espèce de beauté dans le geste qui est presque artistique, tu vois, dans la Je sais façon pas de si tourner sur soi. c'est Mais je sais pas si c'est plus technique ou si c'est enfin moi j'ai la sensation que le poids c'est quelque chose qui est plus fermé où on est un petit peu plus à l'étroit alors que le disque c'est vraiment une discipline d'ouverture où le but c'est vraiment d'avoir les bras le plus écartés possible. Enfin voilà, moi je le ressentais comme ça en tout cas. Je me sentais vraiment un peu claustro quand je faisais du poids. ok, c'est marrant. Mais et parce que il me semble, alors peut-être que je dis une bêtise, mais dans le club d'athlètes à côté de chez moi, c'est la même personne qui encadre les jeunes, que ça soit pour le poids, le disque, le marteau. Alors je sais plus pour le javelot ou pas, mais c'est l'organisation un peu classique d'avoir les sports de lancer qui sont, on va dire, sous le chapeau plus ou moins du même entraîneur ou de la même équipe, on va dire. Ça dépend vraiment des clubs. Mais c'est vrai Ouais. que souvent, on n'a pas énormément d'entraîneurs de lancer, donc souvent l'entraîneur fait un petit peu tout. Ok. Mais moi, dans mon club, par exemple, on a un entraîneur de marteau, un entraîneur qui fait plus poids disque, Ouais. et plus un autre qui faisait le javelot. Donc, ça dépend vraiment du club et de l'entraîneur il y en a qui sont capables de faire tout, puis il y en a qui sont plus spécialisés. Donc ça dépend vraiment des clubs. Ok. Et alors là, je te pose une question d'amateur complet, qui n'est pas du tout rentré dans la technique, même si j'adore l'athlé. C'est est-ce que les différents lanceurs ont des choses à s'apprendre, tu vois, techniquement? Est-ce qu'il y a un intérêt justement à les faire travailler un petit peu ensemble et à leur faire mutualiser certaines compétences ou certains entraînements? Tu vois, je dis ça parce que effectivement. Peut-être tu vois sur de la course effectivement c'est plus pertinent, enfin on voit tout de suite la pertinence de même faire travailler un petit peu de foncier des gens qui font du demi-fond ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est le cas aussi dans les sports de lancer? Là je te pose, je suis complètement naïf par rapport à ça, j'en ai aucune idée. Sur la technique, ça peut le poids et le disque pour les lanceurs de poids qui lancent en rotation, parce que du coup, il y a quelques similitudes. Après, sur les autres lancers, c'est quand même assez différent, mais par contre, on peut se retrouver, par exemple, sur des séances de musculation ou sur plus la partie physique, en fait, parce que techniquement, c'est quand même vraiment différent. Ouais. Mais sur tout ce qui est prépa physique, on a quand même les mêmes axes de travail, on va dire. Ouais, ok, ouais, je vois. Et je me Même rends si pas. forcément un lanceur de disque il lance un petit peu en plus, c'est plus lourd, le poids, le marteau, c'est 7,260 kg pour les hommes et 4 pour les femmes. Donc forcément, c'est, euh, il y a des similitudes, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ok, ouais, je vois très bien. Et je me rends pas compte du coup pour une jeune ado, on commence tôt la préparation physique pour un sport comme celui-là, tu vois, parce que moi je me souviens,
Tu vois, bon, je faisais du tennis, mais on a très très vite fait de la prépa physique. Mais tu vois, c'était pas forcément de l'explosivité ou tu vois ou de la puissance ou de la résistance. C'était beaucoup plus de l'endurance, du gainage et de la souplesse. Est-ce que ouais, je me rends pas compte du coup, hein, quand on commence le disque, on fait très vite de la prépa physique. Non, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait de tout, en fait. Comme j'ai couru, j'ai fait. Bon, j'ai pas Ouais. beaucoup couru parce que j'aimais pas trop ça. Mais non, j'ai pas commencé directement par la musculation, en fait. Je pense que, en plus, j'avais. Voilà, moi, j'ai grandi à la campagne. Mes parents sont agriculteurs, donc on avait une ferme. Enfin, c'était un grand terrain de jeu. Et Ouais. physiquement, je pense que déjà, j'avais une bonne base, j'ai envie de dire. Donc, c'était pas ce dont j'avais le plus besoin. Par contre, techniquement, oui, j'avais. Vu que j'ai commencé tard, forcément, par rapport aux autres, j'avais des lacunes et j'avais plus besoin de travailler ma technique finalement que mon physique. En plus, j'étais déjà très grande très tôt, donc voilà, ça a plus été au début plus la technique que le physique qu'on a travaillé. Ouais, ok, je vois, ouais. Et t'as mentionné tes parents, alors peut-être que la question elle est un peu cliché, mais vu que tu disais que tes parents voulaient absolument que tu fasses du sport, peu importe lequel, euh, quand tu leur as suggéré en fait le souhait que tu voulais faire du disque, ils n'ont pas eu de réaction particulière, tu vois. Enfin, moi je me mets à la place, tu vois, du papa que je suis maintenant, donc à ma propre place. Mais tu vois, je serais hyper curieux de savoir, tu vois, sur un sport qui est peut-être un tout petit peu plus confidentiel et bah, de comprendre, d'avoir envie de chercher pourquoi, tu vois. Est-ce que toi, tes parents, Je ils ont eu pense que cette... j'avais aucun a priori moi sur l'athlé en général et sur aucune des disciplines parce que je connaissais pas spécialement le lancer de disque encore moins et du coup là je suis arrivée avec un regard complètement neuf et sans aucun jugement. Donc voilà, ça m'a plu. Mes parents, pareil, voilà, ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire, et je pense que c'est hyper important d'avoir voilà, d'avoir pu faire un sport que j'ai choisi et qui m'a plu sans pression extérieure, on va dire. Ok. Et, et tu te souviens un petit peu de la période où ça commençait à devenir sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire où tu allais peut-être, tu vois, pouvoir en faire une carrière, peut-être en faire un métier. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce Ben, moment-là ça, et peut-être qu'il y avait une réaction par rapport à ça aussi? Ça a été assez vite dans les résultats. Au début, quand j'ai commencé, j'ai vite progressé, j'ai vite eu de bons résultats. Alors de là à être professionnel, non, parce que on me disait, bah non, mais en lancer, en gros, t'en vivras jamais. Donc je m'étais pas du tout projetée dans l'idée d'en faire mon métier. J'ai continué mes études à côté, mais voilà, je me rappelle que une fois que j'ai eu mon bac, j'ai vécu des années lycée normales parce que j'ai commencé, c'était encore le début de l'entraînement, de tout ça. Et j'ai vraiment commencé à m'entraîner quand je suis rentrée à la fac. Et c'est là où j'ai commencé à faire les premiers choix vraiment par rapport au sport et à ce que j'avais envie de faire. Hmm. De me dire, voilà, si j'ai poursuivi mes études sur Lyon justement pour pouvoir m'entraîner dans de bonnes conditions. Sur un des stages que j'avais fait, l'entraîneur national de l'époque m'avait présenté Serge, qui est mon entraîneur encore aujourd'hui, en me Ouais. disant bah tiens, l'année prochaine, quand tu vas avoir ton bac, il va falloir que tu bouges soit à Grenoble, soit à Lyon. Si tu vas à Lyon, voilà, je te présente, il y a Serge qui est un groupe d'athlètes. Donc voilà, si tu veux vraiment pouvoir t'entraîner, je pense que ça serait intéressant. Et c'est un peu là-bas que l'histoire a vraiment commencé, où là j'ai découvert voilà un peu plus l'entraînement un peu plus sérieux et puis les objectifs qui sont liés avec. Ok, ouais. Et tu penses que avec le recul peut-être et maintenant que t'as plus d'expérience, tu vois, est-ce que tu penses que c'est vraiment une force d'avoir un double cursus? Tu vois, j'ai encore l'impression qu'il y a une vingtaine d'années, presque en tout cas sur certains sports, on empêchait parfois les sportifs d'avoir des doubles, on va dire des doubles cursus. Et j'ai l'impression que maintenant les mentalités ont changé et que de plus en plus on le recommande. Toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi, que ça crée vraiment une force pour un athlète de pouvoir aussi assurer un peu ses arrières et de découvrir un autre univers. Je pense qu'il faut un minimum pour pouvoir se retourner justement au cas où on ne sait jamais
comment les choses vont se passer. Ça reste du sport, donc on maîtrise pas tout. On a beau faire tout ce qu'il faut comme il faut, on n'a pas forcément, on sait pas comment ça va se passer, si ça marchera ou pas. Donc je pense que c'est important d'avoir une porte de sortie. Ouais. Et après, c'est pas toujours évident non plus, hein, suivant le cursus qu'on veut mener, ça prend du temps et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut être parfois amené à faire un choix de se dire est-ce que je fais les études, est-ce que je fais le sport? Et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour la tête, d'avoir cet échappatoire, en fait, de dire si jamais ça marche pas, j'ai quelque chose derrière. Et du coup, moi, je me suis construit dans l'idée que de toute façon, je pourrais pas en faire mon métier. Donc il fallait forcément quelque chose à côté. Donc j'ai fait ma licence, mon master 1 et après j'ai travaillé pendant presque 5 ans au ministère de la Défense pour l'armée de terre à Lyon au service communication. Et après j'ai fait le choix. À un moment donné, en 2008, après les Jeux Olympiques de Pékin, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et si je continue, j'étais obligée de changer quelque chose parce que j'étais arrivée au bout de ce système-là, justement. Je pouvais plus rivaliser avec des filles qui étaient pros et moi qui l'étais pas. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. Quoi qu'il en soit, je tente l'aventure, ça marche ou ça marche pas. Mais il fallait que j'essaye pour ne pas avoir de regrets plus tard. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Voilà, je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Si ça marche pas, bah, c'est comme ça. On maîtrise pas tout, mais au moins, j'ai pas de regrets. Et du coup, voilà, c'était le déclencheur, me dire voilà, j'essaye et au pire, de toute façon, bah, je retournerai travailler ou voilà, j'ai déjà fait mes études, j'ai déjà une première expérience professionnelle, donc pour moi, c'était important de savoir que je partais pas sans matelas, on va dire quoi. J'étais consciente que ça pouvait ne pas marcher, mais c'était pas un saut dans l'inconnu non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, sur le fait que c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est un élément de construction de vie, tu vois, aussi d'avoir un double projet et de pas avoir que le prisme du sport. Et ça se ressent, tu vois, des fois dans la maturité de certains athlètes, effectivement, d'avoir un peu cette double casquette et de travailler à côté. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration, tu vois, pour ce choix que tu as fait on va dire, de tenter un peu le tout pour le tout, même si tu le dis, c'était pas non plus sans filet. Mais tu vois, je voulais te demander parce que vu qu'en France, tu étais, on va dire, une des vraiment la pionnière, tu vois, à se lancer tout pour le tout sur cette discipline, et que tu n'avais pas peut-être spécialement encore, il n'y a peut-être pas de modèle ou peut-être pas de voie royale. Je voulais te demander un peu comment est-ce que tu t'es entouré à ce moment-là pour justement mettre toutes les chances de ton côté. Quelles ont été Mais les grosses étapes, quoi? En fait, j'étais pas professionnelle dans le sens où c'était pas mon métier, mais j'étais déjà professionnelle dans l'investissement et dans tout ce qu'il fallait mettre en place en fait, parce Ouais, bien que sûr, ouais. j'avais fait le choix de pas vouloir rejoindre l'INSEP. À un moment donné, ça a été le choix d'un DTN de dire bah voilà, tous ceux qui ont un certain niveau, vous allez tous à l'INSEP. Moi, j'ai fait le choix de pas y aller parce que j'estimais que déjà je m'entendais pas spécialement avec l'entraîneur qui était sur l'INSEP et j'estimais que voilà, le meilleur entraîneur qu'il y avait en France, c'était le mien et que c'était lui qu'il me fallait. Donc voilà, j'ai fait le choix de pas rejoindre l'INSEP, mais par contre, à côté de ça, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour que voilà, j'ai ma petite structure entre guillemets. J'avais donc Serge Debier qui est entraîneur technique et j'avais déjà aussi Jérôme Simian qui est préparateur physique. Donc voilà, j'avais déjà commencé et ce qui était à l'époque presque un peu inédit parce que la prépa physique, finalement ça a été intégré assez tard dans le sport de haut niveau. Avant, c'était l'entraîneur qui faisait tout. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir Serge qui à un moment m'a dit bah tiens, on a cette opportunité-là, je pense que ça pourrait être intéressant parce que voilà, lui, il avait les compétences Serge sur la musculation, sur tout ça, mais il s'est dit voilà, lui, il a quelque chose encore en plus, il est plus pointu et puis voilà, ça va te permettre d'avoir aussi plus de temps. Et du coup, on a mis en place cette petite structure. Voilà, à notre niveau, mais finalement, on était dans la démarche, en fait, en tout cas, on était professionnels, même si on l'était pas dans l'aspect financier du terme. Ouais, ouais, bah c'est ma question. Elle portait aussi un peu, tu vois, sur tout, c'est sur aussi, tu vois, justement,
comment tu fais en fait pour te créer entre guillemets ton propre professionnalisme à la fois financièrement mais logistiquement mais oui bien sûr enfin genre, je doute pas une seule seconde que tu n'étais pas déjà à 100% ne serait-ce qu'à enfin encore plus avant de commencer mais c'est un choix financier, c'est compliqué à faire, tu vois, je veux dire Bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir, à ce moment-là, la fédération a créé ce qui s'appelle la Ligue professionnelle d'athlétisme. ouais, Et du coup, voilà, ça a été une prise de risque mesurée parce que justement, il y avait se dire la Ligue finance le club pour que le club nous salarie. Donc à ce moment-là, c'était comme ça. Et du coup, voilà, ça me permettait d'avoir un statut parce que c'est pareil. Du coup, si tu n'es plus étudiante, si tu travailles plus, tu fais quoi? Tu te mets au chômage. Enfin, il n'y avait pas de statut de sportif à ce moment-là. ouais, Heureusement, ça fait partie des choses qui ont évolué, mais ne serait-ce que d'avoir ce statut-là, ouais, c'était important parce que sinon, ça veut dire que comment ça se passe? T'as pas de sécurité sociale, t'as pas de. Enfin, voilà, c'était quand même, c'était un peu le flou à ce moment-là, et la ouais. fédération l'avait compris et justement a essayé d'avancer là-dessus. Et je pense que c'est une des premières fédés qui a essayé de se bouger là-dessus. Et clairement, pour moi, ça a été une vraie opportunité parce que sans ça, je sais pas si j'aurais pu le faire en fait. Ouais, ouais, je vois, ouais. Et tu sens que la fédé d'athlétisme, c'est une des fédés qui est en avance ou précurseur sur justement un peu ces sujets-là, tu vois. On en parle effectivement en plus en ce moment pour tous les sujets de maternité qui, on va dire, peut-être aujourd'hui sont plus mis en lumière qu'il y a quelques années. Mais tu sens que, ouais, Ouais, je pense qu'ils ont déjà d'avoir mis en place ce système-là, c'est aussi ce qui m'a permis à un moment donné, quand j'ai eu ce projet d'avoir un enfant, de pouvoir le faire aussi sans mm, prendre. Pareil, j'ai pris des risques, mais ça me permettait quand même d'avoir quand même un certain équilibre, et ça c'est important. Et je pense que c'est pas évident parce qu'on n'est pas dans des sports. Les sports co sont assez structurés par rapport à ça parce on dépend d'un club. Enfin voilà, ils ont des partenaires, ils ont des choses comme ça. Dans les sports individuels, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc je pense que vraiment la fédération là-dessus, elle a permis d'avancer, et du coup sur tout ce qui est sujet de maternité, bah, ça a aussi permis de faire avancer ce sujet-là parce que ça permet de le vivre autrement. Et en tout cas, moi, ils ont toujours été bienveillants par rapport à ça aussi. ok. T'as été accompagné. Je te pose la question parce que ouais, j'ai interviewé Cléopâtre Darleux, tu vois, qui est gardienne de l'équipe de France de handball. Et elle me disait qu'elle avait quand même dû faire tout toute seule, quoi, hein, malgré effectivement la structure, le club, peut-être et un encadrement un peu plus construit et l'habitude aussi, parce que c'est un sport collectif avec plusieurs filles, donc ils voient souvent Mm. le cas. Enfin, en tout cas, Ouais. peut-être plus qu'une fédération d'athlètes, mais que finalement, elle avait quand même été toute seule, tu vois, dans ses démarches de rééduc, même de conscience de sa grossesse et sur le suivi médical, quoi. Donc, Bah moi, c'est l'avantage d'avoir ma petite structure, j'ai envie de dire, c'est que c'est un projet, et puis d'avoir des entraîneurs que je connais depuis longtemps et qui me connaissent aussi. Et c'est un sujet que j'avais abordé clairement avec eux, leur dire voilà le projet que j'ai, j'aimerais faire ça. Et eux, tout de suite, ils m'ont dit bah pas de souci, on va t'accompagner, on va s'adapter. Donc oui, j'ai tout géré, mais avec un encadrement qui était là et qui a tout fait pour que ça se passe bien. Pour eux, ça a toujours été. hmm, Enfin, jamais ils m'ont fait une remarque de me dire c'est pas le moment, ou si t'es sûr, c'est pas, tu fais pas une connerie. Enfin voilà, ça j'ai jamais entendu. Donc forcément ça aide. Et de toute façon, ils savaient aussi, je pense, que c'était important pour moi et que si je voulais être bien, moi je pars de ce principe, et eux pareil, c'est tu peux pas être bien dans ton sport si t'es pas bien dans ta vie. ouais, Donc voilà, ils m'ont accompagné et voilà, on a fait ça ensemble. Après, non, j'ai pas forcément cherché non plus d'aide spéciale au niveau de la Fédé, mais déjà, ils n'ont ouais, pas été contre. Donc, c'est déjà parce que pour en avoir discuté avec pas mal d'autres athlètes, c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal, en fait, juste de savoir que de savoir qu'ils sont là ouais, et que ils mettront pas de bâton dans les roues parce que c'est déjà suffisamment dur pour revenir. Si en plus il faut se battre contre une institution, c'est encore plus compliqué. Mais moi, je ouais, me rappelle du jour où c'était après les championnats du monde à Berlin en 2009.
où je discutais avec Gany Yalouz, qui était DTN à l'époque, et je lui dis bah voilà le projet que j'ai, j'aimerais parce qu'il me dit l'année prochaine comment tu vas t'organiser pour les Europes. Je lui dis bah écoute, je pense que je serai pas aux Europes, donc je lui ai expliqué voilà j'aimerais avoir un enfant, faire une pause, tout ça. Il me dit mais c'est génial, vas-y fonce, on sera là. Et ne serait-ce que cette phrase là. Ouais. Et ben ça fait du bien à la tête et ça permet de se dire voilà déjà j'aurais pas à me battre pour tout ça, donc voilà ça a pas toujours été simple, mais voilà c'est des petites phrases, des petites choses comme ça qui font que ça aide. Et pour la deuxième ça a été pareil, c'était un autre DTN, mais Patrice Gergès c'est pareil, il m'a dit bah il y a pas de souci, en plus l'avantage de la deuxième c'est que voilà j'avais l'expérience de la première, ils m'ont dit bah on sait que tu sais faire, donc je pense que ça les rassurait encore plus quoi. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup de citer ces paroles positives et de montrer qu'il y a aussi tu vois que enfin ça reste pas un tabou pour tout le monde dans l'écosystème du sport, parce que je sais pas si tu as entendu parler il y a quelques semaines de cette volleyeuse italienne là qui s'est fait assigner en justice par son club pour être tombée enceinte. Et tu vois, j'ai l'impression quand j'ai vu cette news qu'on était revenu des années en arrière, si tu veux. Euh, Mais de, ouais, c'est c'est impressionnant de voir des trucs comme ça, mais je pense qu'en fait, il faut justement dédramatiser tout ça, en fait, et en parler et montrer qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'un enfant, c'est pas une fin de carrière et que oui, ça change parfois un peu les plans. Je peux comprendre que sur des sports collectifs, ça soit plus compliqué à gérer, mais je pense qu'il faut l'anticiper, en fait. Euh, les femmes, des fois, elles vont pas oser en parler justement à l'entraîneur ou au club, justement de peur de pas avoir leur contrat renouvelé et de machin. Et du coup, eux, peut-être vont parfois se retrouver, oui, forcément, au pied du mur où ils vont l'apprendre un petit peu au dernier moment. Et si justement on arrive à anticiper tout ça et on prévoit des clauses spécifiques par rapport à ça, comme l'a fait, je crois, la Fédé de handball, si je ouais. me trompe pas, c'est un des premières fédés qui fait ça. Je pense que tout le monde a y gagné en fait, parce que du coup, les joueuses seront moins stressées par rapport à ça et pourront en parler plus tôt, et du coup, le club pourra s'organiser en conséquence. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a besoin d'évoluer, de faire évoluer la mentalité aussi, de dire que voilà, un enfant c'est pas une fin de carrière et au contraire, ça peut être pour une femme une motivation supplémentaire. Et je pense que voilà, c'est un truc vraiment global sur lequel, un sujet sur lequel on doit avancer et dont on doit parler. Moi, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que voilà, justement, j'ai envie de faire avancer les choses, de montrer que moi, j'entendais souvent, ah bon, tu crois que tu vas pouvoir revenir à ton niveau? Mais moi, mon objectif, c'était pas de revenir à mon niveau, c'est de continuer à progresser, d'être encore Bien meilleur. sûr. Donc voilà, on avait vraiment trop cette image de ah bah non, mais ça va être compliqué. Enfin, si t'as un enfant, c'est fini, tu reviendras plus. En plus, moi, j'avais déjà 30 ans, donc je cumulais les handicaps, j'ai envie de dire. Alors que non, je pense que à partir du moment où où on fait ça bien, où on est accompagné, on a la chance d'avoir des gens qui nous aident, et ben voilà, la preuve, c'est que ça peut marcher. Ouais, bah c'est clair. Bah, je suis totalement d'accord avec toi et merci de pouvoir un peu lever le voile sur ces sujets-là, parce que moi aussi, ça commence à un peu parfois à m'agacer, parce que je trouve que déjà le corps humain est une machine merveilleuse et le corps féminin l'est encore plus, quoi. Et pour être capable de procréer, ça montre que tu vois, il y a une certaine magie dans le corps, que le corps aussi peut se reconstruire en fait. Et s'il est capable de donner la vie, il peut aussi se régénérer très bien et faire en sorte enfin que tu continues de progresser et que n'importe quelle maman peut aussi continuer à avoir à progresser sportivement, quoi. Donc je suis hyper heureux, et il y a de plus en plus d'exemples en plus, tu vois, qui montrent que que c'est des bêtises, quoi, tout ça. Donc c'est plutôt bien, et en tout cas tu l'incarnes super bien. Et vu qu'on est un peu sur le sujet, tu vois, de de la parentalité. Moi, je voulais savoir aussi, et vu que c'est un sujet quand même assez, tu vois, il y a pas non plus énormément d'exemples. Je voulais savoir un petit peu comment toi tu t'organisais. Est-ce que ça avait peut-être un peu changé dans ton organisation du quotidien, justement de devenir maman. Bah, Ouais, vas-y, excuse-moi. non, non, forcément, ça change beaucoup de choses, parce que quand on est sportif de haut niveau, on a tendance à être un petit peu centré sur soi
essayer de tout prévoir, de tout anticiper. Donc moi déjà la maternité, ça m'a appris l'imprévu en fait, de dire cette capacité d'adaptation, parce que tu prévois plein de choses, mais ça se passe jamais comme c'est prévu. Donc voilà, là-dessus ça m'a fait vraiment évoluer. Et puis après voilà, c'est de s'organiser, j'ai envie de dire, comme toute maman ou comme tout parent, parce que je suis pas toute seule et j'ai la chance d'être beaucoup soutenue par mon compagnon. Et ce projet-là, c'était voilà notre projet, tout comme ma carrière, c'est aussi notre projet à tous les deux, parce que forcément, ça demande qu'on soit investis tous les deux et on prend les décisions. Voilà, sur ma carrière, de me dire est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, c'est des décisions qu'on a prises ensemble. Et après sur l'organisation, et ben c'est forcément, on a fait évoluer sur l'entraînement. J'essaye de m'entraîner plus en journée pour pouvoir avoir plus de temps le soir avec mes filles. Et après, c'est sur les déplacements, je fais un petit peu moins de déplacements. Et quand je pars pas plus de 15 jours. Et si je pars plus de 15 jours, on essaye de partir tous les 4. Enfin voilà, c'est des petites adaptations. Encore une fois, c'est aussi plus facile parce que je suis sur un sport individuel et du coup, c'est plus facile à caler que quand tu as 15 ou 20 femmes ou joueuses à coacher, quoi. Certainement, c'est aussi plus facile. Ouais, c'est sûr que tu as cette flexibilité-là et cette liberté-là qui est un super privilège et faut pas hésiter à en abuser, je pense. Mais et ça a été tu vois, t'as dit que tu avais appris beaucoup sur toi, tu vois, sur ta capacité à t'organiser et à réagir peut-être face à l'imprévu. Il y a eu d'autres choses que la maternité t'as appris sur toi-même ou je sais pas, peut-être une source de motivation ou de développement personnel en plus? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait d'avoir cette coupure, de prendre un petit peu du recul justement par rapport à mon sport et de faire le point et de me dire parce que à force d'enchaîner toutes les saisons, j'avais une carrière qui est quand même déjà longue. On enchaîne d'une saison à l'autre, il y a toujours des objectifs, des championnats, des choses. Et je trouvais que j'avais perdu un peu le fil de pourquoi je faisais ça. Et j'avais perdu un petit peu la foi, j'ai envie de dire, de tout ce que je faisais. Et le fait d'avoir, pendant une saison, avoir pris un peu de recul, d'avoir fait un peu autre chose, d'avoir pu profiter de tout ce que j'avais pas l'habitude de profiter, plus mes amis, de faire plus de choses. Arrivé à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais ça me manque en fait quand même le sport, la compétition, l'entraînement, tout ça, ça me manque. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me plaît dans ma vie. Donc, ça m'a vraiment permis de me recentrer, de me dire de retrouver les bonnes raisons de pourquoi je le fais et du coup de revenir avec plus d'envie et plus de motivation parce que de me dire en plus je sais que ça va pas durer encore 10 ans. Bon finalement 10 ans après je suis encore là, mais de me dire voilà, je sais que ça va bientôt finir. J'ai conscience qu'il va y avoir une fin, mais du coup j'ai envie de profiter de toutes ces années qui arrivent encore plus. Et du coup, je pense que je suis arrivée avec un nouvel état d'esprit et je suis repartie presque toute neuve, j'ai envie de dire, avec nouvelles ambitions, nouveaux challenges. Et je pense que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces challenges-là un petit peu pour avancer. Ouais, ok, ouais, bon je vois très bien, en tout cas ce que tu veux dire et le fait de prendre un petit peu du recul, d'avoir d'autres perspectives aussi, d'autres priorités, ça te permet en fait aussi d'apprendre sur soi, je trouve énormément. J'avais lu même que t'avais, alors je sais pas si bon après l'interview devait être vieille et tout, mais que t'avais eu un sentiment de culpabilité aussi par rapport peut-être à tes enfants où tu voulais pas qu'ils sentent que ça te fasse arrêter ta carrière ou que ça te fasse régresser. Alors, dis-moi si si c'est des vieilles paroles qui n'ont pas trop qui n'ont plus trop de valeur aujourd'hui, mais ça m'avait surpris, tu vois, cette remarque-là. Je sais pas si tu t'en souviens Je m'en souviens et en fait c'est que je voulais pas que ma fille se sente responsable de mon arrêt de carrière. Je voulais pas qu'un jour, alors c'est moi qui me suis fait mon truc tout seul, hein, peut-être que, mais voilà, je voulais lui montrer qu'elle m'avait pas empêché de réaliser les rêves que j'avais ou des choses comme ça, qu'à aucun moment elle avait été un frein ou quelque chose qui m'avait pesé. Enfin voilà, au contraire, je voulais lui montrer que c'était quelque chose qui m'avait permis de me réaliser encore plus, quoi. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée de me dire je veux pas qu'elle se sente par exemple responsable de ma fin de carrière précoce ou enfin voilà, des choses comme ça. Donc je pense que ça a été une motivation en plus de me dire
je vais réussir pour lui montrer que voilà, elle m'a aidé à passer un cap et être encore meilleure, et ça n'a pas du tout été un frein. Je pense que c'était une manière aussi de trouver encore de la motivation supplémentaire, et c'est encore le cas aujourd'hui pour les deux. À Rio, quand je rentre dans la cage, je pense à elle et je me dis voilà, je me dis j'ai un truc en plus et je le fais pas que pour moi, et du coup là ça me permet d'aller chercher l'émotion et ce qui va faire la différence entre une perf que tu fais à l'entraînement et une perf que tu fais sur une grande compétition. Bon, bah écoute, ouais, merci beaucoup parce que moi ça résonne beaucoup en moi en fait, ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que pendant un petit moment, moi j'ai vu la paternité comme une contrainte et je me disais ça va me freiner dans mes projets, et je me suis dit si mon fils le ressent, en fait, je vais lui transmettre plein de mauvaises choses déjà d'une, et en plus, bah moi, je vais regarder en arrière et je vais pas avancer quoi. Donc ça a beaucoup résonné, tu vois. Et mine de rien, cette source de motivation supplémentaire, un peu qu'on s'auto-construit, je trouve qu'elle est très justifiée. Et, euh, et peut-être un peu pour te parler un petit peu de revenir un petit peu ouais sur le sujet de la maternité dans le corps du sport. Et est-ce que aujourd'hui, je pose une question complètement naïve, mais toi tu sens avec ton expérience que je sais pas, des femmes viennent t'en parler, ou que il y a des échanges qui sont en train de se faire entre athlètes. Tu vois, moi c'est surtout la partie athlète qui m'intéresse. C'est vrai qu'au niveau fédéral il y a des choses qui évoluent, les choses vont dans le bon sens, mais est-ce que tu vois, tu sens que qu'entre athlètes on commence à en parler, et que toi tu sers un petit peu de rôle modèle aussi peut-être, en un sens. Bah, c'est vrai que ça arrive des athlètes qui me demandent comment j'ai fait, comment ça s'est passé, comment j'ai été amenée à faire le choix, comment j'ai su que c'était le bon moment, comment j'ai géré, même des côtés un peu plus pratiques. Et c'est des choses auxquelles j'essaye de répondre au maximum, parce que je sais à quel point c'est pas évident, c'est pas facile comme situation. Donc voilà, si je peux par l'expérience que j'ai eue moi, leur faire gagner un petit peu du temps ou de la sérénité, et ben je le fais avec grand plaisir. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plus on va en parler, plus on va le mettre en avant, et plus ça va rentrer un peu dans les mœurs, dans la normalité. Donc je pense que c'est ça le plus important, c'est que à force d'en parler, ça deviendra quelque chose pratiquement de normal, et ça sera voilà, ce qui sera pas normal, c'est quand ça sera pas fait ou que les personnes seront pas accompagnées. Et je pense que on progresse, hein. J'ai vu moi la différence entre ma première et ma deuxième grossesse, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Ouais, mais bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et tu sens même aussi que peut-être au niveau aussi des pratiques, euh, comment dire, les femmes sont aussi beaucoup mieux accompagnées peut-être par, je sais pas, le corps médical, ou où il y a pas eu réellement de différence. Finalement, c'était peut-être juste une barrière limitante psychologique. Enfin, ou est-ce que tu vois Bah, à côté, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'athlètes qui le font. Du coup, il y a aussi beaucoup plus peut-être d'informations ou de données qui permettent aussi d'aiguiller un petit peu, tu vois. je pense qu'on se pose plus de questions, et ça Mm. c'est important de se dire justement, bah là par exemple sur le cycle féminin, le cycle menstruel, voilà, chez la femme, et l'entraînement, c'est des questions qui auraient jamais été abordées auparavant. Donc là, voilà, on se pose des questions, et du coup, ça permet aussi d'avoir des réponses et de faire avancer les choses. Je pense qu'il faut voilà que tous ces sujets-là soient mis sur la table pour qu'on les apprivoise un petit peu, parce que parfois pour les entraîneurs c'est des questions qui peuvent, même la maternité, hein, chez un entraîneur, je peux comprendre que ça soit pas évident, parce que ça va le pousser à se remettre en cause, il va être obligé d'évoluer, parce que certains entraîneurs ont une trame d'entraînement et une manière d'entraîner, et qui là va être un peu mis à mal, parce qu'ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir changer, et certains entraîneurs n'ont pas du tout cette capacité d'adaptation ou de se remettre en cause. Donc ça peut être perturbant pour un entraîneur, mais ça, je peux le comprendre. Mais justement, il faut qu'il soit accompagné par rapport à tout ça, et que, par exemple, d'autres entraîneurs qui ont vécu ces situations, les échanges d'expériences, c'est aussi des choses qui peuvent être importantes. Donc, c'est pour ça que voilà, le fait juste d'en parler, d'échanger là-dessus, ça permet d'échanger, d'ouvrir de nouveaux sujets, et puis de permettre à des entraîneurs de se dire, bah
bon bah finalement il y en a qui l'ont fait, ça doit être possible. Comment je vais pouvoir le faire? Après voilà, chaque entraîneur le fait ou le fait pas, mais en tout cas il a la capacité de le faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas évident pour les entraîneurs parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vite, dans lequel il y a de plus en plus d'informations, la médecine avance de plus en plus, on fait de plus en plus de recherches sur plein de sujets et des fois les informations sont contradictoires. Donc c'est vrai que faut aussi dire que il y a aussi un petit côté pas évident mais, de remise en question perpétuelle qui ne va pas être effectivement facile. Et et peut-être ouais pour un peu clôturer le sujet sur tout ça, moi j'ai vu que tu t'es énormément, enfin qu'il y a eu énormément de communication, tu vois, et que tu as essayé d'incarner un petit peu justement, tu vois, cette image de l'athlète qui peut durer dans la longévité, enfin qui peut durer sur la durée. C'est pas bien formulé, pardon, mais tu m'as compris. Et en même temps, qui peut avoir des enfants et revenir au meilleur niveau et revenir encore plus forte. Moi, la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie justement de t'engager? C'était quoi cette cette émotion intérieure que tu as eue et qui t'a donné envie de prendre la parole sur ces sujets-là? Bah, en fait, c'est que moi, j'ai eu envie de continuer. J'ai continué. Ça s'est fait un petit peu comme ça. C'était jamais j'aurais pensé il y a 20 ans être encore là en activité et toujours au taquet. Donc, je me suis surprise moi-même. Et maintenant, je me rends compte, je me dis, mais en fait, on nous pose tellement de barrières par rapport à l'âge que c'est des choses qu'à force d'entendre et à force qu'on nous le répète à 30 ans, machin, t'es fini, la durée de vie d'un sportif, des choses comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on intègre et on se pose nous-mêmes les limites en fait en tant qu'athlète. À force d'entendre tout ça, on se dit bah ouais à 30 ans ouais faut peut-être que je fasse autre chose. J'ai déjà vu des entraîneurs dire à des athlètes ouais t'as 30 ans il serait peut-être temps que tu passes à autre chose. Mais enfin parce que s'il avait il pourrait continuer et là juste le fait qu'il ait 30 ans, ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est des trucs, ça me rend dingue, en fait, de dire que l'âge va être une ligne. Moi, j'ai la chance, en plus, d'être dans un sport qui est mesuré et métré, donc c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de discussion possible. Il y a des gens il y a des joueurs, des athlètes qui ont largement le niveau, mais vu qu'il y a un côté un peu subjectif, complètement Ouais. subjectif même, et ben on se dit ouais, mais il faut qu'on prépare la relève derrière ou des choses comme ça. Mais alors, qu'est-ce que t'en sais qu'il va pas faire encore 2 ou 3 ans? On peut Ouais. pas le savoir ça. Donc voilà, je trouve c'est quelque chose à force de voilà d'avoir pris un peu de recul par rapport à ça et de me dire mais en fait laissez les gens s'exprimer et vous verrez. Arrêtez de réfléchir par rapport à un âge. Il y a quelqu'un qui peut être meilleur qu'un athlète. C'est pas parce qu'il a 40 ans qu'il peut pas être meilleur. Souci. Mais progresse et tu gagneras ta place. C'est voilà, faut vraiment arrêter de parler de cette date de péremption chez les athlètes. C'est quelque chose qui m'agace. Bah, désolé, je voulais pas t'agacer, mais tu vois, c'était. Non, mais Mais je suis justement, c'est content de parler de ce important d'en sujet. parler. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Et et aujourd'hui, toi, vu que tu disais qu'il y a 20 ans, tu t'imaginais pas en être encore là aujourd'hui, toi, tu te vois où dans 10 ans? Bah, du coup, je sais pas parce que jamais j'aurais pensé il y a 10 ans être là Ouais, aujourd'hui et préparer mes 6e jeux et peut-être même des 7e. Donc, je pense que c'est ça l'intérêt de la vie en fait, c'est de se dire bah, on saisit les opportunités qui arrivent et puis voilà, en 10 ans, il peut se passer tellement de choses que ça serait même triste de me dire bah dans 10 ans je ferai ci, je ferai ça sans aucune surprise, ça aurait pas du tout de saveur. Alors que là je me dis voilà il peut se passer encore plein. Quand je vois les 10 dernières années tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me dis waouh dans 10 ans ça va être encore quelque chose quoi. Je sais que de toute façon il y aura du changement, qu'à un moment donné je vais arrêter ma carrière, mais pour l'instant je suis pas en capacité de dire bah une fois que je vais arrêter ma carrière je vais faire ça, ça et ça parce que voilà, et en 2, 3 ans, il se passe tellement de choses que les envies changent, que tout ce qu'on vit dans notre vie fait évoluer voilà, ce qu'on a envie de faire et la manière dont on veut le faire. Donc, je sais pas où je serai dans 10 ans, mais tant mieux.
Mais t'as bien raison. T'as bien raison de dire tant mieux. Faut se laisser un petit peu vivre. Moi, je m'étais promis de te laisser filer à l'heure. J'avais encore 1000 questions à te poser, mais bon, ça sera On a peut-être pour une encore, prochaine fois. on Mais, a euh, encore un peu de temps si tu veux. Je peux mais prendre encore 5-10 minutes. bon, écoute, puisque tu m'autorises, je voulais te poser un petit peu la question de comment est-ce que tu l'avais vécu cette dernière année, peut-être avec le recul. Moi, j'ai parlé à beaucoup d'athlètes cet été et effectivement, c'était très compliqué. Il y avait pour certains, il y avait beaucoup de déceptions. Pour certains, c'était aussi la motivation qui était difficile à retrouver, de repartir pour une année. Toi, avec le recul, comment est-ce que tu l'as vécu un petit peu cette dernière année, vu qu'on va fêter un peu cette triste première année de comment dire de Covid-19 en France et de confinement. Toi, comment est-ce que tu te prépares et comment est-ce que tu vois la suite? Bah, il y a eu beaucoup de choses en un an. On est passé de début du premier confinement, on était au taquet dans les jeux, de se dire bah voilà, moi je m'étais organisée pour pouvoir m'entraîner chez moi parce que voilà, on était dans l'optique de préparer les jeux. Après, on a eu les jeux qui ont été annulés, donc il y a eu de la déception parce que ça fait 4 ans qu'on se prépare pour ça et je savais que j'étais prête. Et en même temps Ouais. un peu de soulagement parce que je savais que en ayant passé un mois à m'entraîner dans mon jardin ou dans mon garage, j'étais pas dans une préparation optimale pour les Jeux Olympiques. C'est pas comme ça Ouais. que j'imaginais préparer les Jeux Olympiques. Donc voilà, il y avait un peu ces deux sentiments mêlés. Après, je me suis dit bon, il y a les championnats d'Europe à Paris, donc c'est quand même un truc sympa à vivre. Annulation aussi des championnats d'Europe, donc on a été un petit peu de déception en déception, et ça a été compliqué de trouver la motivation, non pas forcément pour l'entraînement, parce que dans ma tête, je me suis dit voilà, il y aura les Jeux l'année prochaine, donc tout ce que je fais maintenant, ça va me servir pour l'année prochaine, mais plus sur la compétition, parce que moi, je fonctionne comme ça, j'aime voilà, c'est le gros objectif qui me motive, et le fait de plus avoir ça, il y a eu quelques compétitions, mais j'ai jamais réussi à trouver la motivation que j'ai habituellement parce que il me manquait ma grosse carotte de fin de saison pour me dire voilà, la petite récompense, c'est les Jeux, c'est les championnats du monde. Là, il y avait rien, et ma tête, elle était déjà à Tokyo, mais c'était trop loin à ce moment-là pour avoir vraiment la motivation sur les compétitions que j'ai faites. Donc Ouais. j'ai continué à m'entraîner, et en me mettant des objectifs plus lointains, de me dire voilà, tout ce que je fais maintenant, ça va me servir pour les Jeux, parce qu'on sait que les Jeux, ça se prépare pas sur un an, et j'ai pas lâché par rapport à voilà, avec cette idée qui était un peu au fond de ma tête. Ok, d'accord, ouais. Et là, tu te sens prête. Enfin, il y a eu une confirmation enfin, on va dire une semi-confirmation on va dire que les jeux auront lieu, parce qu'il y a eu la précision que le fait qu'il n'y aurait pas du tout d'accompagnement, si j'ai bien compris. Peut-être que tu as les meilleurs termes que moi, mais donc, qui conforte un petit peu dans l'idée que ça va avoir lieu. Ça va être des jeux entièrement différents de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Est-ce que tu as une certaine appréhension? Est-ce que au contraire, tu abordes ça avec sérénité en te disant que ça va être quelque chose de nouveau et que c'est un challenge encore différent? C'est bien, pour des sixièmes, j'aurais encore une nouvelle expérience. J'avais peur de m'ennuyer, comme ça je suis rassurée. Après, voilà, non, j'essaye de me dire, voilà, déjà, je suis contente qu'il puisse avoir lieu, Ouais. parce que c'était pas gagné non plus. Après, oui, il y a de la frustration de dire qu'il y aura pas mes proches dans le stade, que forcément ça va être un petit peu plus compliqué, mais j'ai envie de dire, je me prépare à tout ça. Maintenant qu'on le sait, et ben voilà, on a le temps de l'anticiper, de le préparer. Alors oui, ça sera pas les jeux qu'on a connus, mais ça sera des jeux quand même. Donc il faut voilà, faut mettre toutes les chances de son côté, et je pense que voilà, les expériences que j'ai pu vivre aussi m'aident beaucoup par rapport à tout ça, et c'est sûr que souvent je me mets à la place de jeunes athlètes qui se sont retrouvés dans cette situation-là, et je sais pas comment j'aurais été capable de vivre ça à 20 ans, quoi. Ouais, mais en même temps, enfin, ouais, je trouve la situation elle est paradoxale parce que effectivement, il y a peut-être certains athlètes très jeunes qui sont un peu déçus. Il y a d'autres réactions, moi, qui m'ont un petit peu, que j'ai trouvé un petit peu étranges d'athlètes qui disaient, mais si c'est pour faire des jeux comme ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et je pense que par respect pour le sport ou par amour du sport, ça vaut toujours la peine. Et aussi effectivement des athlètes qui sont peut-être
qui sont peut-être un petit peu aussi en fatigués ou qui ont envie peut-être d'avoir un nouveau challenge, tu vois, et de devoir reporter d'un an. Ça a bouleversé beaucoup de projets en tout cas. Donc voilà. Mais en tout cas, on croise les doigts, on touche du bois, on respire un bon coup et on est tous positifs et on espère que ça va se passer dans de super belles conditions et que ça sera quand même une grande fête, la fête du sport. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite, pour ces jeux, pour après, quels sont tes objectifs un peu et tes projets futurs? Bah, l'objectif, c'est d'aller chercher une médaille d'or. Après, voilà, je fais tout ce qu'il faut pour. Après, comme je le dis souvent, ça reste du sport, on maîtrise pas tout, mais au moins, c'est dans la continuité de ce que je dis. J'aurais pas de regrets et finalement, je me prends même à rêver de Paris 2024, chose que j'aurais jamais pu imaginer il y a pas si longtemps. Mais voilà, le report des Jeux, ça a peut-être eu cet avantage-là. Le fait justement qu'il n'y ait pas de public, on en parlait à l'instant, de me dire voilà, si j'ai la possibilité de faire les Jeux en France, devant le public français, devant toute ma famille, pour le coup, ils pourraient être là tous ensemble. Je pense que ça serait juste un événement extraordinaire. Et si j'ai une chance de pouvoir vivre ça, bah, je vais le vivre à fond et le tenter à fond. Eh ben, écoute, c'est noté, c'est tout ce que je te souhaite. Je ferai un petit vœu, voilà, pour toi ce soir. Ça me fait toujours plaisir. Je termine toujours les interviews pour savoir un petit peu, comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir à quel athlète tu aurais bien aimé donner un petit peu la parole sur un format un peu plus long comme celui-ci, peut-être un peu plus reposant aussi, un peu plus intime aussi. On a pris un peu plus le temps de creuser sur des sujets qu'on entend peut-être un peu moins. Et ouais, c'est de savoir à qui tu me recommandes d'aller donner la parole sur un prochain épisode du podcast. Bah plein d'athlètes parce qu'il y en a plein qui ont des histoires extra à raconter. Une femme comme Marie-Josée Pérec forcément parce que je sais que alors moi maintenant elle était très timide donc on connaissait assez peu son histoire. Maintenant elle commence à raconter un petit peu et voilà j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec elle et c'est une vraie richesse de pouvoir connaître son parcours et voilà il y a plein, c'est une très très grande championne et après voilà il y a plein d'autres sportifs. L'avantage c'est que chacun a un parcours et une histoire différente qui peut permettre à tout le monde de se dire mais ouais toi aussi t'as ta chance et il y a pas de parcours tout tracé en fait. Il suffit d'y croire et de faire son propre chemin. Il y a pas de moyen unique d'y arriver et c'est ça qui fait la beauté du sport. Après voilà il y en a plein. Récemment j'ai fait une conférence avec Julien Bonner auprès de collégiens et j'ai trouvé aussi son histoire intéressante parce que voilà ça change aussi. Il parlait justement le fait de devenir père aussi et je trouve que on l'aborde plus systématiquement chez les femmes mais finalement il y a aussi des hommes qui ont pour qui ça a changé quelque chose dans leur carrière et je trouvais ça intéressant aussi. Ok, ben écoute, je note pour Julien, je le connais très peu, donc j'irai me renseigner sur lui. En tout cas, merci pour la recommandation et c'est vrai que être papa aussi parfois dans le sport, c'est un peu un sujet un peu tabou, tu vois. Donc ça me ferait très plaisir de pouvoir aborder le sujet avec lui s'il a des choses intéressantes à dire là-dessus. Donc merci doublement pour cette recommandation. Et Avec grand plaisir. Et écoute, merci infiniment, Mélina. J'ai passé un super moment malgré les petites coupures. On s'en est sorti et on s'est accroché. On a trouvé des solutions. C'est ça aussi, hein, travailler avec des athlètes et c'est ça qui est plaisant. Ça m'a fait beaucoup de bien de te parler. Donc et de pouvoir t'entendre raconter ton histoire et tout ce que tu avais à dire. Donc merci infiniment. Et merci à toi et puis bon courage pour la suite du podcast. Ça marche. Salut. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!